Alors quelques petits mots de remerciement d'abord. Cette étude n'aurait pas été possible sans la participation de beaucoup de partenaires. Je ne sais pas si on peut mettre la slide d'intro, la première, ce serait mieux. Ah, super, merci. Donc effectivement, on a tout un tas de partenaires qui nous ont aidés sur cette étude. Et je voulais remercier en particulier l'UDA, avec qui on travaille pour la France depuis 6 mois. Donc je suis ravi d'avoir Pierre-Jean sur scène avec moi. Et je voulais remercier en particulier ces équipes qui travaillent dans les coulisses. Je sais que Claudie est dans la salle et elle a fait un travail formidable et elle continue de nous aider. Pour nous, c'est vraiment le début d'une grande aventure avec l'UDA. On va continuer avec des tables rondes. La première sera le 5 novembre. Donc si ça vous intéresse, on vous invite à nous contacter et on espère vous revoir très bientôt. Je voulais également remercier tous les participants à l'étude. Vous allez voir qu'il y en a eu beaucoup. Et sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est des gens qui sont comme Katia, qui a pris 1 heure de son temps pour répondre à des questions, sans savoir vraiment trop où ça allait. Donc merci à ceux qui nous ont fait confiance dès le début. C'est quel bouton? C'est n'importe quel bouton? Le vert, d'accord. Juste un petit mot sur Effective Brands pour ceux qui ne connaissent pas. Alors il y a un indice dans la présentation, c'est qu'il y a beaucoup de orange. On est une boîte à l'origine néerlandaise, donc on a une charte graphique où il y a beaucoup de orange. C'est comme ça. On est aujourd'hui 75 consultants, donc on n'est pas une agence digitale, on est une boîte de conseil. On aide en fait des dirigeants marketing au niveau global à libérer le potentiel de leur marque et à être plus efficaces dans leur organisation. On travaille entre autres en France avec des sociétés comme Pernod Ricard, Bell, Danone et tout récemment on a démarré une collaboration avec Air France et KLM, donc la fusion du orange et du français. Alors, je pense que j'ai pas besoin d'insister beaucoup là-dessus. Le marketing aujourd'hui est en train d'être bouleversé complètement par le monde digital. Je pense que vous en êtes tous très conscients et complètement impliqués. Ce qui est important pour nous et une chose que je voulais insister sur l'intitulé de notre présentation, c'était marqué le futur du digital marketing. En fait, pour nous, c'est plus le futur du marketing dans l'ère digitale qui nous intéresse. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas une agence digitale, donc on prend un petit peu de recul sur le digital. Certainement, beaucoup de nos clients s'interrogent sur comment réorganiser leur département, leur stratégie, leurs compétences, leur leadership pour s'adapter à tous ces changements du monde digital, et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Katia. Donc, effectivement, l'objectif de l'étude, c'est d'offrir en fait une plateforme de réflexion. Donc, on n'est pas là pour vous donner les clés du futur, on est là surtout pour vous faire réagir, vous donner des clés d'inspiration et de réflexion sur le futur du rôle du marketing et de l'organisation du marketing dans les 7 prochaines années. C'est probablement l'initiative la plus ambitieuse réalisée à ce jour sur le sujet. Et juste un mot, on le fait au niveau global en partenariat avec l'association qui s'appelle le WFA, qui est l'équivalent mondial de l'UDA, la World Federation of Advertisers. Alors, tout ça au service de la croissance. Qu'est-ce qu'on a fait? On a démarré une première étape avec plus de 250 entretiens de dirigeants marketing au niveau international, donc dans beaucoup de pays. En France, on a réalisé une vingtaine d'entretiens. On a également réalisé une étude en ligne avec plus de 3500 personnes qui ont pris le temps de répondre. On avait un questionnaire qui était assez long. Peut-être certains d'entre vous dans la salle ont répondu à l'étude et je vous en remercie si c'est le cas. On a eu des répondants de plus de 92 pays, En France, on a à peu près 5% de la taille d'échantillon, donc ça fait un peu moins de 200 questionnaires qui ont été complétés par des marketeurs en France. Alors, aujourd'hui, j'ai un challenge, c'est de vous présenter en un peu moins d'un quart d'heure toute la richesse des enseignements et des insights qu'on a pu découvrir dans cette étude. Je ne vais pas essayer de tout vous présenter, je vais plutôt vous donner un petit peu des morceaux choisis et j'espère qu'ils vont vous inspirer. Et comme je disais en introduction, je vous invite à nous retrouver autour de tables rondes qu'on va faire avec l'UDA pour creuser ces sujets. Donc tout d'abord, on va regarder les principaux challenges auxquels sont confrontés aujourd'hui les responsables et les dirigeants marketing. Deuxième partie, on va regarder les caractéristiques
des marques qui gagnent par rapport aux autres. Et puis en troisième point, on va regarder l'impact du digital sur le leadership marketing. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour un leader marketing de travailler dans le monde digital? Alors, les marketing challenges, il y en a 6. Je vais commencer avec le premier, je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu ce matin, qu'on appelle l'infobésité. C'est vrai que beaucoup de responsables marketing nous disent c'est bien joli, je dois faire de la big data, mais je fais comment? Je parlais récemment à une personne qui s'occupe des études chez un de nos clients qui me disait bon, on m'a dit qu'on allait me couper mon budget marketing parce qu'aujourd'hui j'ai plein de data, donc je dois pouvoir utiliser ces data pour réduire mon budget d'études. Ok, c'est facile à dire sur le principe, la réalité c'est que c'est assez compliqué à mettre en place, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et comme le dit un dirigeant marketing basé aux États-Unis qu'on a interviewé, Big Data is like sex at high school. Everybody talks about it, but nobody does it or does it well. C'est un petit peu le challenge, c'est comment faire. Le deuxième challenge qui est très lié à la notion de ces données, c'est la gestion de la confidentialité des données et de la vie privée, le respect de la vie privée des consommateurs. Ou autrement dit, une directrice marketing que j'ai interviewée en France qui disait, en fait, les big data et l'utilisation des données, c'est pour anticiper le désir, mais il faut rester dans le désir et ne pas devenir Big Brother is watching you. C'est vrai que quand je lis ça, ça me fait penser à ce qui est arrivé à Target. Alors mes aventures aux États-Unis, vous avez peut-être entendu parler. Ils ont un indicateur qui leur permet de voir leurs clientes qui sont enceintes. Et donc, suite à ça, ils ont envoyé des mailings à une adolescente. C'est son père qui a récupéré les courriers et qui a découvert que sa fille était enceinte. Là, effectivement, on est un petit peu dans le Big Brother et dans le non-respect de la vie privée. C'est le risque. Le troisième challenge, c'est ce qu'on appelle le touchpoint consistency, c'est-à-dire réussir à rester cohérent devant la multiplication des touchpoints, en particulier dans le monde digital. Et là, on a effectivement un directeur marketing qui nous explique qu'ils ont du mal à accoucher d'une stratégie digitale. Ils ont des agences qui leur proposent plein d'actions qui sont très sympas, mais qui ne sont pas forcément en cohérence avec la plateforme globale. Et pour résumer un peu ces 3 premiers challenges, chez Effectivement, on a créé une matrice qui s'appelle la brand value dans un monde digital. Vous avez un axe vertical qui est un axe en fait de profondeur, c'est-à-dire de capacité à analyser les données de vos clients et d'offrir des offres personnalisées. Et un leader dans ce domaine-là, c'est évidemment Amazon. Désolé Katia de mentionner Amazon, mais c'est vrai qu'ils le font très bien. Le danger, comme on l'a vu, c'est effectivement de faire comme Target et de ne pas respecter la vie privée. Sur un axe horizontal, vous avez plutôt là la variété des touchpoints et l'expérience globale qu'une marque peut donner sur une multiplicité de touchpoints. Alors là, je donne un exemple un peu décalé, mais David Guetta aujourd'hui, avec sa marque Fuck Me I'm Famous, je pense qu'il a réussi quelque chose que peu de gens dans la musique ont réussi, c'est d'être omniprésent. Et aujourd'hui, c'est les numéros 1 dans le monde, c'est, je pense, pas un hasard. Vous avez énormément de partenariats avec une marque finalement très cohérente. Et vous allez, par exemple, à l'aéroport d'Ibiza, vous avez même une lounge aux couleurs de sa marque. Le danger, comme on l'a vu, c'est effectivement de manquer de cohérence entre tous ces touchpoints. Tout l'enjeu, c'est de réussir à faire les deux. Et on a pour nous un bon exemple de marque qui le fait aujourd'hui, si elle veut bien apparaître. C'est Nike. Nike avec un objet que vous connaissez peut-être qui s'appelle la Fuel Band, qui est finalement un objet connecté, donc un bracelet que vous mettez qui suit toutes vos performances physiques, votre activité physique de la journée, et finalement agit comme un coach sportif à domicile. Voilà. Donc là, on est vraiment, je crois que tout à l'heure, DDB va parler de la brand utility. On est complètement dans ce domaine-là du service, de l'expérience totale de la marque, très pertinente. 3 autres challenges qui sont la plus internes, les silos, subsistance de silos aussi bien au sein de l'entreprise qu'au sein de l'organisation marketing entre les niveaux local, régional, global. Notre challenge, c'est de devoir faire de plus en plus avec moins. On a interrogé beaucoup de dirigeants, comme je vous l'ai dit, et on leur a demandé si dans les 5 ans à venir, ils voyaient leurs ressources marketing croître ou décroître. Pour la plupart, c'est décroître.
ou au pire des cas se stabiliser. Et en même temps, on leur demande de plus en plus. Et le dernier challenge, c'est le manque d'influence. Pour beaucoup d'entreprises, alors quand on parle de produits grande conso, c'est moins le cas parce que le marketing est historiquement au centre de ces entreprises. Mais pour beaucoup de nos clients dans le B2B et même dans le B2C, dans des services, voilà, quand on sort de la grande conso, le marketing n'a pas forcément son mot à dire dans les conseils de direction et est très souvent encore considéré comme une fonction support. Donc en résumé, ces challenges, qu'est-ce qu'on fait pour gagner? Qu'est-ce qu'on fait pour réussir dans le futur? Donc on va regarder un peu les caractéristiques des marques qui gagnent. Alors juste un petit mot sur la méthodo. Comme je vous l'ai dit, on a eu beaucoup de personnes qui ont répondu. Et ce qu'on a fait, on a demandé à l'Université de New York de nous aider et de regarder sur les marques qui avaient répondu, deux groupes en fait. Les marques qui avaient surperformé dans leur marché au cours des 3 dernières années. Et pour ça, on a regardé des données comme la part de marché, les ventes, mais aussi des valeurs de capitalisation de marque avec des indicateurs comme Interbrand. Et on a également regardé les marques qui avaient sous-performé. Et après, on a corrélé en fonction de certains nombres de réponses pour essayer de définir là où les marques qui réussissaient faisaient les choses mieux que les autres. Alors, le premier facteur clé de succès, c'est la stratégie. Vous allez me dire, ok, pas besoin de faire une étude de 3500 personnes pour définir ça. Sauf que 2 points sur cette stratégie. Pour réussir une stratégie marketing aujourd'hui, il faut être connecté avec la direction générale. La bonne nouvelle, c'est qu'on avait fait à peu près une étude similaire il y a 7 ans, en 2006. On avait posé la même question. Aujourd'hui, il y a 58% des gens qui travaillent en marketing qui disent qu'ils travaillent de manière étroite avec la direction générale. On n'était qu'à 38% en 2006, donc on est plutôt dans une bonne tendance. La deuxième chose qu'il faut faire pour avoir une bonne stratégie, c'est d'avoir des KPI et de lier ces KPI avec les performances business de l'entreprise. Les 3 KPI clés, quand on a demandé aux personnes de les hiérarchiser, le numéro 1, ça c'est peut-être une surprise, ce n'est pas les indicateurs de la marque, c'est les indicateurs de performance business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marketeurs sont de plus en plus mesurés sur leur capacité à générer de la croissance et des résultats business. En numéro 2, toujours pas les facteurs sur la santé de la marque, mais le retour sur investissement. Aujourd'hui, avec le digital, c'est une demande qui est de plus en plus forte et auquel les marketeurs sont soumis. Et en 3e position, viennent les indicateurs classiques de brand equity, de santé de la marque, qui sont finalement le métier historique du marketeur. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, tout le challenge, c'est d'arriver à en plus montrer qu'on a un impact sur le business. Donc, cette pression, elle est très forte pour les marketeurs. Le deuxième facteur clé de succès, c'est d'avoir un purpose bien défini. Purpose en français, ça peut se traduire par mission, par raison d'être. Et aujourd'hui, on voit sur ce, j'ai plus de, merci. Finalement, il y a un énorme consensus là-dessus. C'est-à-dire que les marketeurs sont d'accord qu'avoir un purpose fort vous permet de générer de la croissance et surtout de générer des prix plus élevés et donc plus de marge. Un autre point intéressant qui est sorti de l'étude, c'est que pour générer du purpose, pour générer un positionnement fort, beaucoup de marques nous disent aujourd'hui, en fait, il ne faut plus voir le consommateur seulement comme une machine à consommer, mais avant tout comme un humain. Donc c'est un peu revenir aux fondamentaux de la marque. Pourquoi j'existe en tant que marque? Si je suis Ikea, c'est pour offrir du design quotidien à un prix raisonnable. Mais surtout, comment ce purpose, comment cette raison d'être va affecter la vie des gens au quotidien. Et pas forcément en tant que consommateur. Si vous reprenez l'exemple de Nike Fuel Band, on ne leur vend pas quelque chose. Enfin, une fois qu'on a acheté le bracelet, on n'a plus besoin de rien acheter. C'est un service qui est gratuit finalement, qui est donné par la marque. Et là, vous avez l'exemple de Dulux, qui est une marque en France, c'est Valentine, une marque de peinture. Aujourd'hui, Dulux a complètement revu sa stratégie. Et leur objectif, c'est ne plus vendre des pots de peinture, mais c'est vendre des pots d'optimisme. Parce qu'ils ont évidemment découvert que quand vous repeignez votre chambre, vous repeignez votre appartement, ça a un impact sur votre humeur. Ça vous rend, vous êtes de meilleure humeur. Et à partir de ce purpose, ils ont fait quelque chose de très fort, c'est qu'ils ont engagé tous leurs collaborateurs autour de ce purpose. Et ça, c'est un point qui sort énormément de l'étude, c'est le besoin d'engager avant tout en interne. Quand on réfléchit dans le passé, on passait beaucoup de temps à essayer d'engager nos clients, et puis on disait, on a une nouvelle campagne en interne, regardez-la si vous avez le temps. Aujourd'hui,
vos collaborateurs sont les porte-parole numéro 1 de votre marque, c'est les ambassadeurs numéro 1 de votre marque. Donc engagez-les derrière votre purpose, derrière votre stratégie. Et là, vous avez l'exemple de Dulux qui a effectivement envoyé plus de 80% de leurs employés dans des quartiers. Ils l'ont fait à Paris, dans des banlieues, repeindre des quartiers défavorisés. Ils l'ont fait dans des favelas à Rio. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire avec eux à Rio. Je peux vous dire que, effectivement, quand vous allez repeindre des favelas, ça vous engage par rapport à la société d'une manière quand même assez forte. Ils l'ont fait en Inde, ils l'ont fait en Angleterre. Voilà. Aujourd'hui, plus de 80% de leurs employés ont travaillé dans la communauté. Et on voit que les marques qui le font, les entreprises qui le font, réussissent bien. Vous voyez les chiffres, par exemple, 84% des marques qui overperforment disent, voilà, les employés disent, je suis fier du purpose, de la raison d'être de ma marque. 60% des gagnants disent, on passe du temps à essayer d'engager les employés derrière notre purpose. Un exemple, un Googliness de Google qui ont la capacité à mesurer l'adéquation de leurs employés avec les valeurs de l'entreprise. Ils appellent la Googliness. Vous avez également un exemple, vous connaissez peut-être Zappos aux États-Unis, s'il veut bien apparaître, qui offre, au bout de quelques semaines dans l'entreprise, Zappos vous offre un chèque de $2000 pour quitter l'entreprise. C'est un peu le test, hein. C'est ok, j'ai $2000 tout de suite. Si je suis pas convaincu que je suis à ma place dans cette entreprise, je pars. Et ils préfèrent faire ça plutôt que garder des gens qui restent finalement, mais qui sont pas trop sûrs de pourquoi. Alors, troisième facteur clé de succès, l'organisation. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler dans le débat. Mais aujourd'hui, on se tourne de plus en plus vers une organisation intégrée. Et le constat qu'on fait, et que beaucoup des personnes qui ont répondu à l'étude font, c'est que finalement, beaucoup de choses ont changé dans le marketing, mais que l'organisation, c'est probablement la chose qui a le moins changé. Et encore beaucoup d'entreprises sont sur un vieux modèle de brand management à la Procter, très hiérarchique, très en silo, qui n'est évidemment pas propice à l'échange aujourd'hui dans l'ère digitale. Une inspiration pour nous vers ce que pourrait être l'organisation de demain, c'est la manière dont joue le FC Barcelone au football. Ils ont réinventé le total football qui était inventé par Ajax. En fait, dans l'équipe de Barcelone, l'individuel est au service du collectif. C'est-à-dire que chacun a un rôle, mais chacun est capable de dépasser son rôle pour jouer au service de l'équipe. S'il faut retourner défendre, Messi va repartir en arrière défendre. Et ça se traduit par un taux de succès en termes de passes exceptionnel, probablement le meilleur au monde, et une très grande fluidité dans le jeu. Donc pour nous, c'est un peu une inspiration dans ce que pourrait être l'organisation marketing de demain, une organisation beaucoup plus fluide, sans ces silos, sans cette hiérarchie qui finalement ne favorise pas la communication. Un autre exemple de cette nouvelle manière de s'organiser, c'est Coca-Cola, qui se dit aujourd'hui, vous avez traditionnellement le global par rapport au local. Ça devient un peu old school cette nuance. Et en fait aujourd'hui, Coca-Cola a décidé que toutes les promotions, par exemple de Noël, seraient faites non pas par l'équipe globale, c'était eux qui le faisaient avant, mais seraient faites par l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Parce qu'historiquement, ils le font très très bien. Et donc, ils les ont chargés de définir toutes les promotions de Noël pour tous les pays au sein de Coca-Cola. Donc, on est plus dans une structure de network plutôt que de global ou local. Un autre exemple de ça, c'est qui au sein de vos équipes est responsable de l'expérience client, de la cohérence de l'expérience client au sein de tous les touchpoints. Et là, je ne parle pas forcément que des touchpoints marketing, vos centres d'appel, vos points de vente. Voilà. Alors, chez Alibaba, c'est le fondateur lui-même, Mr. Hua, qui s'est défini Chief Experience Officer. Pour aujourd'hui avoir une organisation fluide, il faut revoir aussi les compétences de ces équipes. Et un moyen de le faire, un modèle qu'on a mis au point, c'est le modèle Think, Feel, Do. Finalement, vous avez des analystes, des marketeurs analystes qui vont se concentrer sur extraire des insights de toutes ces données. Vous allez avoir des marketeurs qui sont plutôt dans l'engagement, donc plutôt dans ce qu'on appelle le feel, et des marketeurs qui sont plutôt dans le do, c'est-à-dire qui vont produire du contenu. Et ce qui est intéressant sur cette tendance, c'est qu'aujourd'hui aux États-Unis, on voit que beaucoup d'entreprises réintègrent des capacités de production de contenu en interne. Ça ne veut pas dire que les agences digitales n'ont plus le rôle à jouer, au contraire, mais ça veut dire qu'il y a tout un tas
de contenu qui peut être produit très rapidement et on a besoin de le produire rapidement et on ne peut pas se permettre de briefer une agence pour mettre à jour un contenu sur une page Facebook. Le faire en interne, ça a beaucoup de sens, ça gagne du temps, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est un rapport que vous pouvez trouver sur le web que je vous incite à regarder. Dernier facteur clé de succès, je suis désolé, je suis en train un petit peu de dépasser le temps, c'est ce qu'on appelle nous le build capability, c'est-à-dire développer les talents, développer les compétences des équipes. Une première question qu'on se pose, c'est pourquoi on passe aussi peu de temps à suivre la performance de l'humain alors qu'on passe à peu près plusieurs heures par semaine, par mois à discuter la performance du business. Et si vous avez de la chance, on vous fait ça 2 fois par an. Si vous n'avez pas de chance, on le fait 1 fois et même parfois, ça passe à la trappe parce qu'on n'a pas le temps. Pour nous, c'est une aberration. Aujourd'hui, il faut passer du temps sur suivre la performance de vos collaborateurs. Et on voit qu'encore une fois, les marques qui performent sont celles qui le font mieux, sont celles qui, en termes de capabilities, sur les basiques du marketing, considèrent qu'elles le font mieux que les concurrents, c'est-à-dire elles sont capables de bien comprendre le consommateur, d'extraire des insights, de bien comprendre le positionnement, de bien positionner et faire la stratégie de marque, mais également des nouvelles compétences qui sont en train de croître, qui sont, alors à droite vous avez en fait le global et en France à gauche vous avez les répondants France. Ouais, j'arrive, c'est 3 slides. Juste au niveau global, les 2 compétences clés, on l'a vu tout à l'heure, 1 sur la big data et 2 sur le customer engagement. Je termine avec le leadership marketing qui sera peut-être un démarrage. Un facteur aujourd'hui, la durée moyenne d'un poste d'un directeur marketing, c'est presque 4 ans. Il y a 10 ans, c'était 2 ans. Pour nous, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que le directeur marketing est de plus en plus stable et surtout plus partenaire du business à long terme. Une des qualités clés du leader marketing, c'est le courage. Ça, c'est les répondants qui nous le disent. 2 exemples, Antonio Lucio qui a pris, en plus de son rôle de CMO, le rôle de responsable des RH. Ça n'arrive pas souvent. Et un autre exemple, Eduardo Conrado, qui est SVP marketing chez Motorola, mais qui s'occupe également de la technologie. Pourquoi ? Parce que à la fois la technologie et les RH deviennent de plus en plus importantes pour la fonction marketing. Et je vais juste terminer là-dessus. 3 questions pour vous, pour peut-être repartir avec des interrogations. Qu'est-ce que chez vous est votre NAG Fuel Ban ? Qu'est-ce qui a cet objectif de pouvoir à la fois faire de la connaissance client et de l'expérience client ? Qu'est-ce que vous faites pour engager vos collaborateurs sur votre vision et sur votre stratégie ? Et enfin, est-ce que votre organisation est prête à changer, est prête au monde digital ? Et est-ce que vos équipes sont bien équipées pour le succès ? Merci. Merci beaucoup Patrice.